Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi c'est la forme, la pêche pour cette nouvelle vidéo de science sur le corps humain. Donc, je vais parler d'un organe qui est assez méconnu en soi. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, car c'est très important de l'avoir, puisque ça assure donc on a donc un bon moral, un mental, c'est bon pour cela, mais également pour le corps, car pour moi le corps et le mental ne font qu'un. C'est un tout en quelque sorte, et c'est quand même assez utile de le rappeler tout de même. Donc, on va parler d'un organe qui est donc très méconnu de par sa position et également ses fonctions, qui sont tout autant méconnues, hein. Un organe vital, indispensable pour l'organisme. Il s'agit donc du pancréas. Donc c'est un organe vital au même rang que le cœur, les poumons ou encore le cerveau, le foie, les reins ou encore même l'intestin grêle par exemple. Un organe dont on ne pourrait pas vivre ça. À moins que bien sûr on subit une pancréatectomie totale, c'est rarissime, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il faudra impérativement supplémenter à ses fonctions. Et j'évalue ces fonctions car il y en a plusieurs. Ça je verrai plus tard dans cette vidéo-là. Donc il y aura trois chapitres très importants. Premièrement, l'anatomie du pancréas, une chose qui est très intéressante notamment pour la plupart d'entre vous certainement. Enfin, deuxièmement, les fonctions du pancréas, tout aussi important, hein. Et troisièmement, les différentes maladies du pancréas, il y en aura surtout deux principalement. Donc voilà, bonne vidéo à toutes et à toutes, et surtout regardez-moi le maximum possible. Enfin, surtout l'idée n'est pas de regarder ma pomme, c'est surtout de m'écouter, c'est ça le plus important. Mettez un peu de son également, si vous jugez que ce n'est pas, je parle pas très fort, c'est tout à fait normal, je vais pas non plus m'amuser à parler trop fort, que que la fenêtre est ouverte. Alors donc, premièrement, l'anatomie du pancréas, donc vous allez directement le voir comment il est, hein. Il faut savoir donc que c'est un organe qui est relativement discret lorsque tout va bien, mais lorsqu'il y a une pathologie, même une légère inflammation aiguë de la glande, eh bien elle peut faire très mal. Et vous comprendrez ça pourquoi après. Donc premièrement, comment il est? Bah voilà, vous voyez directement le pancréas qui est donc normalement de couleur rose pâle. Ici, il est donc de couleur jaunâtre. Il est de consistance ferme et également d'aspect granuleux. Il mesure à peu près 15 à 20 cm de long plus ou moins, hein, qui forme en quelque sorte une queue, hein. Et donc il pèse à peu près 80 à 100 grammes environ. Vous avez donc 10 référents organes qui sont présents ici, deux surtout le duodénum ici et la rate. La rate qui est un organe lymphoïde secondaire qui assure donc une fonction immunitaire. Donc le système immunitaire, vous savez très bien, c'est avec ses moyens de défense qui vont donc assurer de lutter contre les infections des corps notamment, tout ça en général. Et puis il y a une fonction notamment des globules rouges. Ça va détruire les globules rouges lorsqu'il le faut. Donc on dit que c'est le cimetière des globules rouges, la rate. Vous allez directement la voir ici en plus grande maquette parce que je l'ai en grand modèle. Donc vous allez directement le voir, voilà. La rate qui est donc ici, il y a un organe très fragile qui est caché sous les dernières côtes gauche. Normalement, on ne peut pas la sortir. Mais si on peut la sortir, ce n'est pas normal à ce moment-là. Donc, c'est une splénomégalie. Ça veut dire elle a doublé de volume. Et donc, à ce moment-là, le moindre choc peut faire une rupture de la rate. Donc, il faudra subir en général une ablation. Pas toujours, mais en tout cas, la plupart du temps. Une ablation, c'est donc une splénectomie. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, la rate est retirée. C'est surtout visible en cas d'accident, notamment un accident en voiture ou en scooter. Là, quand la rate donc a éclaté, eh bien, ça va former des hémorragies notamment. Et donc, il faudra absolument la retirer, car c'est un organe qui est gorgé de sang. Donc, forcément les hémorragies peuvent être intenses. Donc voilà, vous allez directement donc voir sur ce dessin, donc sur ce schéma. J'espère que je l'ai. Il est où ce schéma? Donc il est très important quand même. Voilà, donc vous allez directement voir deux rates. Une rate normale ici que vous voyez directement, donc une rate qui est cachée sous les dernières côtes gauche, hein, donc elle est normale. Et de l'autre côté, une rate, voilà, vous voyez très bien qu'elle est fortement dilatée, et donc ce n'est pas normal. Et donc c'est une splénomégalie. Ça veut dire qu'il y a donc pourquoi? Ça peut donc être à la suite d'une maladie du sang, ça peut être aussi dû à une maladie infectieuse, ou encore à plein de causes, hein, comme par exemple au foie, notamment dû à une cirrhose de foie, ça crée donc une hyper tension portale à ce moment-là, et donc il y a une pression abdominale, et du coup la rate est dilatée. Donc ce n'est jamais normal d'avoir une grosse rate, elle n'est pas palpable en temps normal. Attention, très important. Et ceux qui n'ont plus de rate, eh bien ils doivent porter sur eux une carte exprès. En tout cas c'est pour les distinguer, notamment pour être pris en charge, tout cela. Ils doivent aussi faire tout ce qui est vaccin et des antibiothérapies également, sur 2 ans après la splénectomie. Donc voilà, on va arrêter de parler de la rate parce que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, hein. Donc ensuite, on va poursuivre avec un autre organe qui est donc le duodénum, première partie de l'intestin grêle, que vous allez directement voir ici. C'est donc le tube en rose, hein, un véritable carrefour de différentes voies, hein. Donc en haut l'estomac, donc qui n'est pas présent ici bien sûr, mais l'estomac, donc lorsqu'il prédigère les aliments, ça va passer par le duodénum justement, ensuite après. Et à ce moment-là, et bien peu de temps après, les sucs pancréatiques du pancréas et la bile de la vésicule biliaire vont donc ensemble mettre leur liquide déverser leur liquide dans ce duodénum, donc dans ce petit tube. Voilà, donc un véritable carrefour de voies digestives. Donc voilà.
Maintenant, nous allons voir où est situé le pancréas. C'est un organe qui est profondément situé dans la cavité abdominale, donc il est très caché par la plupart des organes. L'estomac le recouvre presque entièrement. Donc l'estomac, il est à peu près ici, regardez bien, à peu près plus ou moins, donc sous les dernières côtes gauche. C'est un organe thoraco-abdominal, l'estomac, donc voilà ici. Et derrière, eh bien, vers le bas, légèrement vers le bas, il y a le pancréas qui est donc situé ici. Il faut savoir que le pancréas, c'est un organe qui est mesuré de droite à gauche. La partie droite est plus large que la partie gauche, d'accord? Et donc à peu près ici au-dessus de l'ombilic en quelque sorte. Bref, c'est très grossier ce que je fais, mais je vais vous le montrer en mieux. Premièrement, je vais vous montrer comment est le tube digestif. Vous allez directement le voir et pour voir les différents organes qui vont donc directement le recouvrir. Donc le foie, vous voyez très bien en gros. J'ai préféré la voie de la prudence que celle de l'imprudence au niveau des droits d'auteur. C'est pour ça que j'ai moi-même fait ces dessins pour ne pas que je prenne des images de droits d'auteur qui ne m'appartiennent pas. On ne sait jamais avec tous les soucis de droits d'auteur, vous savez. Hein. Donc vous avez donc le foie ici qui est très gros. C'est la plus grosse glande du corps qui peut peser 1,5 kg à l'autopsie. Et lorsque normalement eh bien, vous êtes vivant, 2 kilos passés, ça peut peser le foie, donc un très gros organe, le plus gros organe interne du corps, sinon c'est la peau qui l'est. Hein. Ensuite, eh bien, vous avez l'estomac en marron et le pancréas qui est derrière, d'accord? Alors, il est carrément derrière le foie et surtout l'estomac. Plus bas, vous avez l'intestin grêle, d'accord, hein, en dessous, qui assure donc l'absorption des nutriments. Hein. Et enfin, le côlon qui encadre tout l'intestin grêle, mais regardez bien. Vous avez cette partie-là, là, en marron, du côlon, qui va donc, c'est le côlon transverse, qui va donc passer devant le pancréas. Donc ça forme une sorte de barre de la poitrine, en quelque sorte. Voilà. Vous allez directement donc voir les différentes parties du gros intestin. Regardez bien, donc vous avez le côlon assure deux fonctions principales. C'est surtout premièrement d'absorber tout ce qui est eau, et deuxièmement de faire la formation des sels. C'est aussi un organe qui a une flore bactérienne très abondante, hein, la flore bactérienne donc, et qui assure quand même de bonnes choses positives donc pour l'organisme. Ça crée donc des vitamines que nous-mêmes on ne pourrait pas produire, la B6 par exemple du groupe B, ou encore des vitamines du groupe K. Donc c'est très bon pour la coagulation sanguine. Voilà. Alors donc le côlon, normalement ça démarre toujours du côté droit, toujours forcément. Donc là, la première partie c'est le sécom. Le sécom qui est donc ici, c'est une sorte de poche et qui évite tous les reflux en arrière vers l'intestin grêle qui n'est pas présent ici, bien sûr. Normalement la palisse est ici mais elle n'est pas présente. La palisse qui, lorsqu'elle s'affecte, eh bien ça crée une appalicite forcément, donc il faudra la retirer. C'est donc la palisse iléosécale qu'on appelle ça. Hein. Car la région ici s'appelle tout ce qui est iléosécal. Ensuite, vous avez le côlon ascendant, donc tout remonte vers la fosse iliaque droite, ça s'arrête vers le foie et ça passe devant le pancréas, justement l'estomac, et ça s'arrête vers la rate. Et c'est là le côlon transverse que j'avais évoqué tout à l'heure. D'accord? Donc le côlon, ça fait en quelque sorte. Voilà, ça passe vers la gauche ensuite. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez de l'autre côté le côlon descendant. Le côlon sigmoïde qui forme une sorte de coude de S en quelque sorte autour du bassin, et ensuite eh bien, le rectum qui est la dernière partie, la phase terminale du côlon. C'est là donc c'est un réservoir provisoire pour les selles également, donc il va envoyer les signaux nerveux au cerveau pour dire qu'il est plat. Donc voilà. Et ensuite je ne vais pas continuer parce que ce serait un peu indécent en quelque sorte. Donc voilà. Et donc vous avez d'autres organes à l'arrière également qui cachent le pancréas. Vous allez directement le voir. Donc déjà vous avez les reins. Alors déjà, il faut que je retrouve ce dessin. Alors le dessin, il est où le dessin? Parce que j'ai quand même pas mal de feuilles. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là vous allez voir, c'est toujours... on est dans le ventre, dans l'abdomen ici, et aussi dans la poitrine. On a enlevé des organes comme les poumons, l'estomac, tout ça, pour les intestins, pour bien sûr voir les reins et surtout le pancréas. Donc vous voyez en haut le cœur, ensuite à la gauche la rate, hein, forcément. Et vous voyez donc en marron les reins. Vous voyez, les reins ils sont situés à l'arrière, donc de chaque côté des lombaires, hein, donc en quelque sorte, et donc ils sont derrière le pancréas qui est ici en jaune. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, il passe devant les plus gros vaisseaux de l'organisme. Et ça est également, donc il y a des petits et des gros de vaisseaux, mais également des gros paquets de nerfs. Et c'est justement pour ça qu'au début, je vous avais dit que le pancréas est un organe qui peut faire très mal, forcément, puisque eh bien, cette région-là va être compressée, notamment lorsqu'il y a une tumeur du pancréas. Ça va compresser ces nerfs et créer donc des douleurs qui sont très douloureuses, irradiantes dans le dos. En tout cas, la plupart des patients révèlent cela à leur médecin, et c'est donc en général typique à une douleur qui concerne le pancréas en général. Donc voilà, il faut savoir que la vascularisation du pancréas est assurée donc par les artères, l'artère mésentérique supérieure notamment, et sort du tronc cœliaque, ça venait du tronc cœliaque. Et ensuite pour les veines, eh bien, les veines sont drainées par la veine porte également. Et pour tout ce qui est innervation, donc les nerfs, tout cela, eh bien c'est du plexus cœliaque qui assure donc tout ce qui est pancréas notamment. Voilà. Bref, voilà. La vascularisation du pancréas est aussi la même à peu près que celle de l'intestin grêle, notamment le duodénum par exemple, parce qu'ils sont très liés tant anatomiquement que physiologiquement, quoi. Voilà. Voilà donc pour les différentes parties, pour la situation du pancréas. Donc vous voyez très bien, il est situé sous les dernières côtes en quelque sorte, mais au milieu de l'abdomen, hein, bien sûr, au milieu de l'abdomen, et il remonte un petit peu vers les côtes en général comme ça. Donc il fait à peu près
Voilà, il remonte. Voilà. Ensuite, les différentes parties qui constituent le pancréas, donc il y en a plusieurs forcément. Donc vous avez la tête du pancréas qui est presque entièrement, quasiment encadrée par le duodénum, première partie de la T5 graines, donc, ils sont très liés ensemble. Ensuite, vous avez l'isthme du pancréas. L'isthme, c'est le corps en quelque sorte, qui fait donc jonction entre la tête et le corps, qui constitue la troisième partie, donc le corps du pancréas. Et enfin, vers la rate, qui est presque en jonction avec, c'est la queue du pancréas. Vous allez directement voir cela ici, parce que c'est mieux d'avoir un schéma, un dessin que de n'a rien à voir, forcément. Alors, il faut que je retrouve cela. Voilà, donc vous allez directement le voir ici, regardez bien, les différentes parties du pancréas. Premièrement, vous avez la tête du pancréas, vous la voyez, la tête qui est ici à peu près. Ensuite, l'isthme, ça c'est à peu près ici, regardez bien, le corps, au milieu du pancréas. Et enfin, la queue qui est pas loin de la rate, donc voilà. Voilà, c'est pas très difficile en soi de montrer, voilà, encore un petit peu. Mettez sur pause, si vraiment ça passe trop vite, vous mettez sur pause la vidéo, comme ça moi vous verrez mieux les schémas que j'ai fait, voilà, bref, moi ça sera plus précis en tout cas. Donc dans le pancréas, vous avez divers canaux qui vont donc passer à l'intérieur du pancréas, comme le canal Wirsung, c'est le canal principal de cette glande. Il faut savoir qu'on dit plutôt organe, mais c'est une glande, le pancréas, une glande mixte, ça veut dire qu'elle assure à la fois des fonctions endocrines et exocrines. Et donc la fonction exocrine est assurée par les cellules acinies ou encore acineuses. Ces cellules-là vont se charger de produire les sucs pancréatiques, c'est un liquide qui est relativement alcalin et qui est riche en ions et en enzymes pour assurer une parfaite digestion, en tout cas de tout ce qui est glucides, lipides et protéines. Mais ça, je verrai plus tard pour la fonction exocrine du pancréas. Et donc ce canal de Wirsung va s'occuper donc de la queue jusqu'à la tête du pancréas, jusqu'à sa bouchée au duodénum. Et bien ça va se charger de déverser donc ces sucs pancréatiques justement. Vous avez un autre canal qui est dit accessoire, qui est beaucoup moins important et qui est donc le canal de Santorini et qui ne draine qu'une partie de la tête du pancréas. Et dans 90% des cas des individus, et bien le canal de Santorini ça bouche complètement donc au canal de Wirsung et ça forme donc un seul et unique canal principal, donc un canal de sécrétion. Donc voilà. Il faut savoir aussi que la vésicule biliaire, eh bien, la tête du pancréas est traversée par la vésicule biliaire. C'est quoi la vésicule? Eh bien, c'est très simple. Elle stocke la bile. Oui, parce que la bile n'est pas produite par la vésicule. Ça, c'est un piège que certains ont tendance un peu à confondre. Non, c'est le foie qui produit la bile. Et ensuite, eh bien, ça va être stocké par la vésicule. Et la vésicule va se contracter à chaque moment des repas, notamment lorsque le chyme entre dans le duodénum. Et donc, à ce moment-là, eh bien, elle va se contracter pour notamment libérer cette bile. Ça sert à quoi la bile? Eh bien, ça sert à décomposer les graisses en de micro-gouttelettes. Donc ça sert pour la digestion des lipides surtout. Et donc ça sera ensuite absorbé par la muqueuse intestinale. Je ne l'ai pas dit, mais tout ce qui est le chyme, ça veut dire que ça revient de l'estomac, d'accord? Ça veut dire que c'est la digestion des aliments dans l'estomac. Le chyme acide, bien sûr. Il est très acide puisque l'estomac sécrète en permanence de l'acide chlorhydrique. Et donc l'estomac a plusieurs fonctions, 3 notamment. Donc premièrement, de réservoir provisoire pour les aliments. Ça évite tous les taux de sucre trop brutaux dans le sang, notamment. Ça évite aussi une pullulation de bactéries, deuxièmement, au niveau de l'intestin grêle. Donc c'est une fonction de protection pour les intestins. Grâce à l'acide chlorhydrique, ça détruit la plupart des bactéries, notamment. Et troisième fonction également, eh bien, ça réduit les aliments des plus petites quantités, forcément. Donc l'estomac sur les fonctions à la fois mécaniques et chimiques. Donc voilà, en tout cas voilà, je reprends donc très vite. En tout cas, je vais vous montrer donc les différentes parties du pancréas. Je vais essayer de vous les montrer. Donc voilà, c'est encore le même schéma que tout à l'heure. Donc voilà, vous allez directement voir le canal de Wirsung. Regardez bien, il traverse la queue du pancréas jusqu'à la tête et pour s'aboucher au duodénum. Il faut savoir que à peu près en termes de millimètres, ça ne fait que 4 mm au niveau de la tête du pancréas, ce canal de Wirsung. Et il ne fait que 2 mm seulement au niveau de la queue. Forcément, puisque là, au niveau de la queue, c'est beaucoup plus restreint en termes de diamètre, tout ça. Vous imaginez, donc c'est très fin à l'intérieur. Ensuite, eh bien, vous avez le canal, donc le Santorini que vous allez voir ensuite, qui est donc au niveau de la tête du pancréas seulement. Il ne draine que cette partie-là, donc une partie de la tête du pancréas. Et enfin, le canal cholédoque, qui est donc le canal principal de la vésicule biliaire et qui va donc aussi traverser la tête du pancréas pour carrément s'aboucher au niveau du duodénum. La partie terminale de ce cholédoque, eh bien, c'est le sphincter d'Oddi. Un sphincter, donc c'est musculaire, donc c'est un muscle en quelque sorte. Et lorsque la réunion du canal de Wirsung et du canal hépatique, donc en quelque sorte le canal pancréatique et le canal hépatique, donc du foie, lorsqu'ils sont fusionnés ensemble, eh bien ça forme l'ampoule de Water. Voilà, c'est carrément là où ensuite tout ça bouge au duodénum et donc tout leur liquide entre dans le duodénum. Donc voilà, c'est assez compliqué en soi d'expliquer tout cela, comme vous voyez très bien. Voilà, donc la vésicule biliaire, c'est une sorte de poire. Je vous la montrerai après, une sorte de poire qui se contracte à chaque fois lorsque le chyme entre dans le duodénum. Et le premier canal qui sort de cette vésicule, c'est le canal cystique. Cystique, ça fait souvent référence à la vessie aussi également, mais également à la vésicule. Et donc ensuite, eh bien, en dessus, vous avez les canaux hépatiques, le canal hépatique principal, et enfin en bas, c'est le canal cholédoque. Et ce canal va donc traverser la tête du pancréas également. Donc voilà.
J'espère qu'en tout cas vous aurez compris pour les principales choses du pancréas exocrine, mais il y a également le pancréas endocrine qui est relativement différent, notamment au niveau des cellules, parce que les cellules acineuses assurent la fonction exocrine, hein, donc digestive, et les autres cellules sont regroupées en amas, en îlots cellulaires qui ne font à peu près que 10% de la glande pancréatique seulement, hein, mais qui assurent une fonction vitale et en sécrétant donc des hormones. Ils constituent donc des îlots, les îlots de Langerhans. Et ça sert à quoi? Donc c'est pour produire les hormones indispensables pour le corps, comme l'insuline et le glucagon notamment, pour les cellules principales. Et donc ces cellules sont très différentes des cellules acineuses. Donc voilà, les îlots de Langerhans permettent la fonction endocrine, donc hormonale du pancréas. Vous allez directement les voir, hein, donc c'est situé partout. Vous voyez les points sur le pancréas? Donc les points du pancréas, en gris sur le pancréas, et bien donc ce sont les îlots de Langerhans qui sont situés un peu partout sur le pancréas, vous voyez très bien, hein. Et donc ils ne forment que 10% de la glande. Tout ce qui est le reste, les 90%, c'est surtout la fonction exocrine qui est assurée par le pancréas. Vous imaginez? C'est pour ça qu'en majorité les pathologies qui concernent le pancréas concernent surtout son côté exocrine, donc de digestion. Et du coup, eh bien, sinon, ça va entraîner tout ce qui est malabsorption, malnutrition également, on va maigrir, parce que les sucres pancréatiques sont indispensables, notamment pour ces enzymes. Voilà. Mais ça, on y viendra un peu plus tard pour les fonctions du pancréas. Voilà, ben, je pense que j'en ai assez dit au niveau de l'anatomie du pancréas, hein, donc on va passer à un autre chapitre qui va concerner cette fois-ci les fonctions du pancréas. Alors les fonctions du pancréas, il y en a deux essentiellement. Il faut faire une distinction entre deux pancréas. On a le pancréas exocrine, le pancréas endocrine. Le endocrine, ça s'occupe des hormones. Donc ça va produire par les îlots de Langerhans l'insuline, le glucagon, mais encore la somatostatine ou encore les polypeptides pancréatiques. De l'autre côté, on a la partie exocrine, et cette partie-là va assurer par les cellules acineuses, ça va donc produire les sucres pancréatiques riches en ions et en enzymes digestives pour assurer une bonne digestion. Je vais donc parler en premier temps de la fonction exocrine, donc de digestion. Il faut savoir que exocrine, ça fait référence à l'extérieur du corps, car ça a une fonction digestive. Et tout ce qui est le système digestif, ça donne à l'extérieur du corps, forcément. Ça rentre par la bouche, c'est donc extérieur au début, et ça ressort par l'anus, c'est extérieur également. Donc c'est sur le monde extérieur, et donc on appelle cela le exocrine extérieur. Endocrine, de l'autre côté, ça signifie donc à l'intérieur du corps, on est vraiment à l'intérieur, et donc là c'est une fonction qui est interne à ce moment-là. Vous comprenez un peu le genre, donc endo intérieur, exo extérieur. Donc la première fonction du pancréas, c'est surtout de bien digérer une bonne digestion des graisses, des protéines et également des sucres, donc des glucides. Ces enzymes-là sont riches en plusieurs éléments, hein, en substances. Donc les trypsines en premier temps, donc ça va surtout décomposer tout ce qui est polypeptides. Ça s'est déjà amorcé formé au niveau de la digestion gastrique, mais ça va donc les décomposer et donc faire les acides aminés. Ensuite, pour tout ce qui est lipase, la lipase va donc s'occuper de décomposer les graisses, notamment déjà amorcées par la bile notamment, et donc ça va former les acides gras, et également ça va être transformé en glycérol. Et ensuite l'amylase, ça c'est déjà fait au niveau de la bouche notamment, ça va donc décomposer l'amidon en des sucres plus simples. Voilà donc pour vraiment les enzymes principales du pancréas, mais après il y en a d'autres, mais c'est surtout les principales, bien sûr, qui assurent la fonction vraiment même du pancréas, donc la digestion de tout ce qui est glucides, protéines et lipides. Vous imaginez que sans cela, on ne pourrait pas assurer une bonne digestion, et du coup les différents symptômes seraient un amaigrissement, une malnutrition, des diarrhées, tout cela, bref. Et donc c'est pour cela, lorsqu'on n'a plus de pancréas, on doit vraiment, par voie orale, il me semble, prendre justement ces enzymes qui sont indispensables. Et une autre fonction du pancréas qui est très importante, c'est de neutraliser l'acidité du chyme. Le chyme, vous savez très bien maintenant que j'avais évoqué précédemment, donc ça revers de l'estomac, c'est très acide. Et il ne faut pas que ça le soit dans l'intestin grêle. Parce que sinon, les sucs intestinaux et les sucs pancréatiques seraient sous forme inactive, donc ça ne pourrait pas digérer les aliments. C'est pour cela, donc en général, eh bien, il faut que le pancréas, absolument, grâce à son bicarbonate de sodium, donc dans son liquide, eh bien, que ça neutralise cette acidité. Vous comprenez un peu? Le liquide du pancréas est un liquide aqueux, qui est incolore et qui contient surtout, est riche en électrocytes, également bicarbonate de sodium. Et donc ça va surtout neutraliser l'acidité de ce qui vient de l'estomac, donc les aliments. Vous comprenez un peu le genre? Sinon, voilà. Et on en sécréterait par jour à peu près 2,5 litres de bicarbonate de sodium. Donc vous imaginez la quantité, ce n'est pas négligeable. Hein. Et je ne l'avais pas dit non plus, c'est très important, c'est que les enzymes du pancréas, pour la plupart d'entre elles, forcément, elles ne sont pas activées dans le pancréas même lorsqu'elles sont produites et qui sont sécrétées. C'est tout à fait normal, vous imaginez pourquoi. Alors, sinon,
opinion, le pancréas, il pourrait s'auto-digérer de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il se digère lui-même. Donc ça peut être très gravissime, ça peut se produire en cas de pancréatite du pancréas. Donc la glande, notamment en cas de pancréatite chronique, eh bien, elle se digère d'elle-même. Vous imaginez donc les sucres, les enzymes du pancréas sont importantes et vitales pour l'organisme, mais elles peuvent également être très dangereuses pour le pancréas lui-même. Par contre, eh bien, dans l'intestin, dans la lumière intestinale, ça sera sous forme active à ce moment-là, forcément. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on va parler donc de la fonction endocrine. Là, cette fois-ci, c'est les cellules de Langerhans qui permettent cette fonction. Ils sont donc constitués de plusieurs cellules, donc la cellule A, B, D et PP. Donc les cellules A assurent la fonction. Les cellules A de alpha vont donc ils vont donc sécréter le glucagon. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante qui fait donc augmenter le taux de sucre dans le sang, notamment lorsqu'on est à jeun, par exemple. Et les cellules B de bêta vont donc sécréter les cellules comme l'insuline. L'insuline, vous savez très bien, elle est très connue, qui fait à peu près les 70% de ces îlots-là. Et l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, et à l'inverse du glucagon, donc va faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc vous imaginez bien que la fonction endocrine du pancréas, donc hormonale, eh bien c'est surtout le métabolisme des sucres, la régulation de la glycémie. En tout, et ça veut dire la régulation du métabolisme des sucres. Donc voilà pour la fonction vraiment endocrine du pancréas. Donc en fait, le glucagon et l'insuline, ça fait office de levier en quelque sorte. Il faut donc trouver le bon équilibre pour assurer donc une bonne glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. Vous avez encore d'autres cellules, donc les cellules D de delta, et qui vont donc sécréter la somatostatine. Qu'est-ce que c'est? Elle sert à inhiber les sécrétions d'insuline et de glucagon. Également, ça réduit tout ce qui est mécanisme du système digestif aussi. Après, vous avez donc, enfin les cellules PP, donc ça assure les sécrétions des polypeptides pancréatiques. Et là, ça sert à quoi? Bien, ça sert à diminuer la contraction de la vésicule biliaire, et également les sécrétions de pancréatiques. Ça les diminue en quelque sorte. Vous avez d'autres cellules encore, comme par exemple la gastrine, il me semble. Donc les cellules G sont vraiment très méconnues, comme la cellule ensuite, une récente qu'on en aurait découvert, c'est les cellules E de epsilon. Mais ça aurait un lien dans l'appétit également. Bref, je ne vais pas continuer à parler de ces cellules-là parce qu'elles ne sont pas très importantes. Donc les plus importantes sont l'insuline, glucagon à 20%, glucagon 20%, 70% l'insuline, 5 à 10% la somatostatine, et enfin les restants 5% à peu près pour tout ce qui concerne les polypeptides pancréatiques. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'autres choses à dire sur ces fonctions-là. Donc vous avez compris un peu les fonctions du pancréas en globalité. Et maintenant, nous allons parler d'un autre chapitre. Et celui-ci va concerner les maladies qui concernent le pancréas, surtout les maladies les plus fréquentes. Alors maintenant, nous allons parler des différentes maladies du pancréas qui le concernent, mais bien sûr, il y en a deux principalement. Donc d'un côté, les pancréatites qui sont donc aigus ou chroniques. Tout ce qui est aigu, eh bien, ça concerne, c'est sur une courte période, ça arrive brutalement, mais ça va disparaître assez rapidement néanmoins. Et une pancréatite chronique, ça s'installe de façon beaucoup plus progressive et qui lentement, mais sûrement, va évoluer. Ensuite, eh bien, de l'autre côté, on a les cancers du pancréas, forcément, qui sont malheureusement assez fréquents, qui ont un pronostic vraiment très très sombre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on y viendra plus tard, notamment parce que c'est découvert tardivement. Il y a aussi plusieurs formes de cancer, 4 notamment, mais vraiment la forme la plus principale, ce sont les adénocarcinomes, qui concernent principalement le pancréas exocrine. Donc il y a aussi d'autres types de cancers rarissimes, comme les cystadénocarcinomes, qui sont donc des tumeurs kystiques, donc des kystes qui ont dégénéré en cancer. Il peut aussi y avoir tout ce qui est des tumeurs neuroendocrines, mais qui sont vraiment très très rares. Et encore des ampulomes, donc ça concerne l'ampoule de Water, et notamment tout ce qui est canal, cholédoque, donc de la vésicule biliaire. Voilà. Mais vraiment les cancers ici sont quand même plus rares, en néanmoins. Donc voilà. Alors, je vais passer premièrement aux pancréatites. La plupart du temps, on les localise chez les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, parce que c'est l'un des plus gros facteurs, en tout cas, de cause de pancréatite. Il faut savoir que l'alcool est l'ennemi numéro 1 du pancréas, comme le foie et la plupart des organes, forcément. Et donc les symptômes, ça peut être surtout des selles décolorées, des selles graisseuses également. Donc c'est dû à un manque de lipase dans le duodénum. Forcément, la lipase, ça décompose tout ce qui graisse. Et lorsqu'il manque de cette lipase, les selles deviennent beaucoup plus graisseuses forcément. Et donc ça peut être un des symptômes qui constitue une pancréatite aiguë ou chronique également. Donc ça dépend. Donc les pancréatites chroniques, en premier temps, je vais en parler. Donc il y en a vraiment plusieurs causes également. Donc des calculs biliaires qui peuvent en être la cause le plus souvent. Donc c'est dû à un calcul de la vésicule biliaire. Je vais vous le montrer après. Et donc les calculs sont formés par cette vésicule.
C'est beaucoup de cholestérol à l'intérieur qui sont formés, hein. Ils peuvent même faire une balle de golf en général, faire attention. Ils restent localisés à la vésicule, mais parfois ils peuvent descendre suffisamment au niveau du duodénum également, et donc boucher le canal principal du pancréas. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne peuvent plus progresser pour aller dans le duodénum, eh bien la glande va s'enflammer forcément. Et il y en a plusieurs étapes, bien sûr. Parfois, ce calcul se bloque au niveau du canal qui relie donc la vésicule avec le canal cholédoque, donc le canal cystique. Et c'est donc une cholécystite, que je ne dis pas de bêtises. Et donc là, c'est un calcul qui est localisé au niveau du canal cystique. Après, il peut y en avoir un autre qui est au canal cholédoque. Hein, c'est un angiocholécystique, il me semble que ça se dit comme ça. Angiocolique. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, le canal est à nager carrément au niveau donc du canal de cholédoque, le canal principal de la vésicule biliaire. Et parfois, bien sûr, il peut se bloquer au niveau du pancréas. Et là, c'est là où justement les pancréatites se rappellent. Mais d'autres fois, eh bien, il peut y avoir d'autres causes, comme l'alcool, notamment, surtout, qui est souvent mis en cause, notamment parce que ça enflamme la glande, hein, forcément. Ensuite, d'autres causes, ça peut être certains médicaments, ou encore par exemple, certains médicaments. À la suite d'une opération également, ça peut être. Alors, parfois les causes sont aussi dites idiopathiques. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de causes qui sont retrouvées dans les cas de pancréatite aiguë. Donc là, forcément. Et il faut savoir aussi que les pancréatites, qu'elles soient donc aiguës ou chroniques, concernent la plupart du temps un homme par rapport à une femme. Il y a quand même beaucoup plus de cas chez un homme que chez une femme révélés, il me semble bien. Voilà, donc les symptômes d'une pancréatite aiguë, ça peut être très variable, d'une légère gêne abdominale, tout cela, vous savez, on est un peu gêné, c'est un peu douloureux, à une grosse gêne, donc une intensité très forte, mais donc ça va de la gêne passagère à une gêne très forte, douloureuse. Donc voilà, c'est vraiment très variable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient mettre le pancréas au repos absolu. Déjà, il faut commencer par être son médecin, mais c'est très difficile de diagnostiquer une pancréatite, forcément. Hein. La plupart du temps, elle se diagnostiquée tardivement, car à des moments, les symptômes sont tardifs, forcément. Et donc, vraiment mettre le pancréas au repos, donc ça peut nécessiter une hospitalisation comme traitement. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va subir des liquides intraveineux et aussi la prise médicamenteuse, et qui vont donc s'occuper à calmer la douleur. Donc, vraiment éliminer la cause. Si c'est un calcul, eh bien, il faut l'éradiquer, ce calcul, forcément celui qui est en cause, donc qui bloquait le canal de Wirsum, en quelque sorte, le canal principal du pancréas. Si c'est l'alcool qui est mis en cause, il ne faut plus boire d'alcool. De toute façon, il me semble que même si l'alcool n'est pas en cause, n'est pas la cause de votre pancréatite, par exemple, eh bien, il faut quand même ne plus boire d'alcool. Il ne faut plus en boire quand même. Voilà, donc il faut vraiment surtout au niveau des causes vraiment les éradiquer, et ensuite bien subir tout ce qui est traitement liquide intraveineux comme je l'ai évoqué précédemment. Donc c'est très difficile de trouver une pancréatite. En général, ce sont des examens comme la radiographie abdominale, bon pas vraiment, mais tout ce qui est IRM notamment, vous voyez tout cela, qui vont donc surtout constater un petit peu au niveau du pancréas et voir s'il y a une inflammation, tout cela de la glande, bref. Donc voilà pour les cas de pancréatite aiguë. Il faut savoir qu'elles peuvent être très graves. Dans un cas sur 5, elle peut être mortelle. Une pancréatite peut être mortelle, malgré qu'il y a des traitements. Mais c'est surtout à l'absence de traitement qu'une pancréatite l'est. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas de traitement, elle devient mortelle, parce qu'elle peut évoluer en complications. À ce moment-là, donc, ça va concerner d'autres organes, comme par exemple des affections au cœur, au rein, ou encore au poumon, par exemple, vous imaginez. Ça peut aussi former des kystes au niveau donc, du pancréas. Des kystes, eh bien, ce sont des cavités liquidiennes, en quelque sorte, hein, donc ils contiennent beaucoup de liquide, des poches de liquide, en quelque sorte, et qu'il faudra donc drainer. Donc les kystes sont souvent secondaires à une inflammation pancréatique, hein, donc les kystes du pancréas, qui sont quand même assez méconnus en soi, il est vrai. Bon, après, il peut aussi y avoir les saignements du pancréas à la suite d'une pancréatite aiguë, par exemple. Bref, voilà. Donc voilà, pour les pancréatites aiguës, j'en ai vraiment fini, j'en ai vraiment assez parlé quand même. Et donc ça peut nécessiter en général une hospitalisation, même pour une pancréatite aiguë qui peut être mortelle à ce moment-là. Attention. Donc une pancréatite chronique, elle est quand même assez différente au niveau des causes et également surtout les symptômes. Donc les causes sont, en général, c'est une surconsommation d'alcool en premier temps. Il peut y avoir aussi des causes idiopathiques, ça veut dire qu'on ne retrouve pas les causes apparentes. Il peut aussi également avoir des causes d'hérédité ou encore des causes auto-immunes. Le système immunitaire en quelque sorte qui se retourne contre le pancréas. Vous savez très bien, normalement il agit contre tout ce qui est mauvais pour le corps, l'organisme, hein, ça lutte contre les infections, tout ça, mais parfois il y a il réagit beaucoup trop, le système immunitaire réagit trop, et donc en quelque sorte il va se retourner contre l'organe cible. Et dans ce cas-là, parfois c'est l'intestin, ou parfois c'est donc le pancréas qui subit donc les attaques du système immunitaire. Et dans ce cas-là, eh bien c'est une cause auto-immune. La plupart du temps, donc voilà, c'est cela. Et donc,
Les symptômes, c'est surtout là où les douleurs sont irradiantes dans le dos notamment, et au niveau du creux de l'épigastre, donc de la région épigastrique de l'estomac. Donc on a souvent mal là, souvent l'estomac est accusé forcément, mais alors que ce n'est pas le cas. Il peut aussi y avoir les nausées, des genres de mouvements également, lorsqu'il y a une pancréatite chronique également. Et il faut 10 à 15 années pour que la glande se détruise d'elle-même. C'est-à-dire que la pancréatite détruit le pancréas en quelque sorte. Et du coup, là, les symptômes vont disparaître. Vous imaginez que en 10 ans, le pancréas peut être totalement détruit par une pancréatite chronique. Donc l'évolution est quand même va souvent vers une destruction progressive du pancréas. Donc il y a plusieurs examens notamment à faire. Faut vérifier la fonction pancréatique forcément, mais aussi la fonction hépatique du foie et rénale, donc des reins. Et tout ce qui est anticorps notamment, il faudra regarder, puisque c'est surtout une cause auto-immune. On va retrouver ça au niveau des prises de sang notamment. Donc ensuite, eh bien, on va subir tout ce qui est IRM notamment, qui vont donc diagnostiquer le plus souvent une pancréatite chronique. Il faut savoir que pour une pancréatite, eh bien, en général, même qu'elle est chronique, c'est découvert très tardivement, parce que les symptômes au début, ben, c'est pas très révélateur forcément. Ça va devenir au fur et à mesure que la glande est abîmée en quelque sorte. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les enzymes du pancréas sont très puissantes, elles sont sous forme inactive, mais lorsqu'elles sont actives, eh bien, elles peuvent digérer le pancréas. Et donc ça met du temps, bien sûr, à la digérer. Voilà. Il peut donc y avoir des complications au niveau de cela, forcément, hein, au niveau des pancréatites chroniques. Et donc, si ça concerne, l'inflammation concerne le pancréas exocrine, dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup de diarrhée graisseuse à ce moment-là, forcément, suite à une malabsorption au niveau intestinal, puisqu'il n'y a pas les enzymes ou trop insuffisamment d'enzymes du pancréas. Donc, du coup, eh bien, l'absorption, la digestion se fait mal. Donc, c'est une maldigestion, une malabsorption, une malnutrition également qui va s'en suivre, forcément, inévitablement. Et puis, si ça concerne le pancréas endocrine, là, à ce moment-là, ce sera donc un diabète sucré. Voilà. Mais en général, c'est surtout le côté exocrine qui est concerné. Donc voilà pour les pancréatites chroniques, je n'ai vraiment pas d'autre chose à dire. Maintenant, on va passer au niveau des pancréatites, des cancers du pancréas qui sont relativement fréquents. Malheureusement, il y a à peu près 9000 à 10 000 cas par an en France de cancer du pancréas. Et dans l'immense majorité des cas, les personnes décèdent de ce cancer-là des suites donc surtout de métastases, mais également parfois localement, hein, lorsque la tumeur a trop été localisée. C'est rare, mais c'est surtout métastases qui font que le décès se produit. Et donc, dans l'immense majorité des cas, des 10 000 cas par an en France, eh bien, il meurt malheureusement de ce cancer-là. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un cancer qui est diagnostiqué tardivement, notamment parce que le pancréas était un organe qui est profondément situé dans la cavité abdominale. Donc, du coup, on va accuser notre organe, comme la vésicule biliaire, on a mal parfois là. On va surtout accuser l'estomac, donc on va calmer les symptômes de l'estomac. Votre docteur, forcément, ne va pas penser au pancréas en premier temps. Et donc, il va s'occuper de tout ce qui est estomac. Mais, bien sûr, entre-temps, la tumeur a le temps d'évoluer, forcément. Hein, malheureusement. Et il faut savoir que le cancer du pancréas évolue quand même assez rapidement néanmoins. Et également, il n'y a pas de test de dépistage du pancréas pour le cancer de cet organe. Donc forcément, le cancer a toutes ses chances malheureusement d'évoluer et donc de se métastaser. Et donc il va passer donc par voie sanguine et le plus souvent par voie lymphatique. Et du coup, il va donner métastases. Métastases, ce sont donc des tumeurs secondaires qui viennent d'une tumeur primaire. Et donc aller se loger surtout au niveau du foie. Ou encore au niveau des poumons, des os, du cerveau, des reins notamment. Bref, et bien après ça envahit tous les organes bien sûr. En premier temps, ça envahit les organes environnants, c'est local, et ensuite ça va s'étendre à tous les tissus du corps. Voilà, donc les causes d'un cancer du pancréas sont vraiment floutées. Ça peut être dû à l'alcool notamment forcément, hein. Encore une fois, ça peut être dû au tabac, hein, qui est donc une des causes qui a été prouvée. L'obésité également, ça a été prouvé. Ça peut être dû aussi à une vie trop sédentaire. Le mode de vie fait beaucoup, hein. Donc sédentaire, c'est quand on est trop souvent assis. Donc ça, il faut savoir que la vie moderne, on est souvent assis devant son ordinateur, on travaille beaucoup au niveau on est sur son bureau, donc on est souvent assis, on ne bouge pas assez. Donc l'effort physique, quand même, ça prévient les risques de cancer. Ensuite, eh bien, ça réduit surtout les risques de cancer, hein, quand on fait du sport, forcément. C'est pas forcément de faire du sport, c'est aussi de marcher, notamment. La marche est totalement indispensable. Ensuite, eh bien, ça va surtout être comme cause alimentaire, hein, trop de charcuterie, de tout ce qui est protéines animales, viande, tout cela, bref, ce n'est pas déconseillé de les manger forcément, mais de les réduire en quantité, sinon eh bien, ça peut produire à terme un cancer du pancréas, comme pour les cancers coliques et les cancers gastriques forcément, donc les cancers colorectaux aussi. Donc voilà, pour les causes en principal. Après sinon, bon, ça reste assez flou.
Et donc pour tout ce qui est symptômes, là c'est vraiment très variable en fonction de la localisation de la tumeur. Donc si la tumeur se localise au niveau de la tête du pancréas, ça va donc comprimer, il va y avoir une compression et donc du coup les symptômes vont apparaître comme un ictère. Un ictère c'est donc une jaunisse. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, vous savez très bien que le canal cholédoque va passer par la vésicule le canal cholédoque de la vésicule biliaire, il passe par la tête du pancréas. Et s'il y a une tumeur qui se localise là, au fur et à mesure qu'elle grossit, qu'elle prend du volume, eh bien elle va envahir, enfin elle va boucher ce canal. Et du coup, il va y avoir une rétention biliaire. Et après qu'il y ait rétention biliaire, il y a après une jaunisse qui s'ensuit. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il va y avoir tout ce qui est sel décoloré, forcément, qui a les symptômes du cancer de la tête pancréatique. Après, il peut y avoir aussi des urines qui sont très foncées à ce moment-là, forcément. Voilà, donc cette région-là, ça fait quand même, il y a beaucoup de symptômes qui sont localisés au niveau de la tête du pancréas. Là, par contre, lorsque c'est localisé au niveau du corps ou de la queue du pancréas, les symptômes sont beaucoup plus tardifs, car pas de compression à ce niveau-là. Et donc après, eh bien, ça va être surtout des douleurs irritantes dans le dos qui vont faire mal, notamment au niveau des lombaires, notamment lorsque c'est situé au corps du pancréas. Donc voilà. Alors après, comment on fait pour diagnostiquer le cancer du pancréas? Eh bien, c'est vraiment très difficile en général, forcément, hein. Donc, on va subir plusieurs tests à la fois, et c'est surtout donc la biopsie qui va confirmer via les tissus du pancréas voir si la tumeur est ou non cancéreuse, distinguer donc les tumeurs cancéreuses de tumeurs qui ne sont pas, hein, ça peut exister, qu'il y a des tumeurs bénignes au pancréas, hein. Et également, eh bien, ça va être surtout à tout ce qui est écho-endoscopie qui va surtout diagnostiquer un cancer du pancréas, il me semble que je ne dis pas de bêtises. C'est donc une sonde qu'on met dans la bouche, et en quelque sorte un combinage entre l'échographie et puis l'endoscopie. Donc on est sous anesthésie générale, on doit être à jeun à ce moment-là, hein, et on doit donc subir par la bouche, une caméra va descendre tout le long de l'estomac également, et puis ensuite ça va aller au duodénum et inspecter au niveau des canaux, donc notamment pancréatiques, pour voir s'il y a tumeur au niveau de là. Vous comprenez un peu? C'est surtout ça qui décèle donc en général les cancers, les tumeurs notamment, bref. Après tout ce qui est radiographie abdominale, c'est rare, mais ça peut être le cas, comme tout ce qui est IRM notamment, pour voir l'étendue du corps, au niveau des métastases également, pour voir si la tumeur ne s'est pas étendue à d'autres tissus. Donc voilà. Alors malheureusement, pour les opérations, c'est une pancréatectomie qu'elle soit donc partielle ou totale, mais elles sont rarement utilisées. Pourquoi? Eh bien parce que malheureusement, il n'y a pas de soit le patient n'est pas en forme, il est beaucoup trop faible pour qu'on l'opère et donc du coup on ne peut pas l'opérer, ou surtout bien sûr la tumeur a trop évolué depuis longtemps malheureusement et donc elle s'est étendue à d'autres tissus, elle s'est métastasée à d'autres organes et du coup il est trop tard. Lorsqu'il est trop tard, eh bien, il faudra améliorer la qualité de vie du patient. Voilà, c'est trop tard. Et dans les 6 mois à venir, eh bien, le patient va certainement mourir dans la plupart des cas. Et il est rare, vraiment très rare, même nul, de résister sans traitement, sans opération, 5 ans après d'un cancer du pancréas. C'est quasiment impossible. Donc il faut vraiment opérer, mais lorsque l'on peut. Donc il faut vraiment voir comment est le patient, notamment si, donc, premièrement, si les métastases ne se sont pas répandues aux autres tissus, et notamment si le patient sera en forme pour subir cette opération, car l'opération du pancréas est vraiment très intense, très difficile, et délicate également, du fait qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui sont au niveau de cette région-là. Pourquoi? Eh bien parce que il n'y a pas que le pancréas qui sera retiré dans sa totalité ou non, il y a d'autres organes, et nous allons y venir. Donc si c'est une tumeur qui se localise au niveau de la tête du pancréas, ce sera donc une duodénopancréatectomie céphalique. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, on retire plusieurs organes. Ou alors on peut l'appeler l'opération de Whipple, ou ça sera beaucoup plus facile. Et donc cette opération de Whipple ou duodénopancréatectomie céphalique, eh bien, on va retirer la tête du pancréas, le duodénum forcément, tout le duodénum, hein, on peut retirer. On va retirer aussi les canaux biliaires et également la vésicule. Et on va retirer, lors d'une opération de Whipple qui n'est pas modifiée, on va retirer la partie basse de l'estomac, donc tout ce qui est pylore et tout cela. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il faudra raccorder le jéjunum, deuxième partie de l'intestin grêle, avec l'estomac, la partie restante de l'estomac. En général, les fonctions de l'estomac ne sont pas altérées lorsqu'il y a une opération de Whipple qui n'est pas modifiée. Et donc ça va se reprendre assez facilement au niveau de la fonction gastrique. Et puis le reste du pancréas va être relié également au jéjunum. Voilà pour en tout cas l'opération de Whipple qui n'est pas modifiée. Par contre, c'est quand même une opération qui est difficile en soi. Il ne faudra donc plus consommer tout ce qui est de gras. Enfin, il faudra consommer moins de gras qu'avant, forcément, et moins de sucre. Il faudra vraiment que les quantités soient réduites à ce moment-là. Tout à fait normal. Et donc, c'est difficile au quotidien de vivre, j'imagine, surtout au début. On devra donc subir tout ce qui est enzymes pancréatiques parfois lorsqu'on n'a plus du pancréas. Voilà, ça on ira plus tard. Alors, ensuite, eh bien, il faudra également l'opération de Whipple modifiée. C'est la même opération, sauf qu'on ne touche pas l'estomac. Donc du coup, mais il y a un paradoxe, c'est que même si on ne touche pas l'estomac dans une opération de Whipple qui est non modifiée, qui est modifiée, eh bien, il y a des symptômes comme une paralysie
de l'estomac. Parfois, les nerfs de l'estomac sont paralysés, donc du coup, l'estomac, sa vidange se retarde. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir différents symptômes, forcément, on ne va pas être très bien au niveau de cette région-là, de l'épigastrique. Et donc, on va, voilà, pour les symptômes, hein, voilà. Et puis, il peut aussi avoir un symptôme, un syndrome qui est assez tardif, c'est le syndrome de dumping. Ça veut dire qu'en fait, l'estomac, il ne prédigère pas assez les aliments et les envoie directement à l'intestin grêle. Et du coup, eh bien, il va y avoir une quantité énorme d'aliments qui ne sont pas digérés, justement. Et donc, ça va être retrouvé au niveau des selles, notamment. Voilà pour, en tout cas, vraiment les... Donc, dans une opération de Whipple non modifiée, eh bien, on enlève tout, duodénum, tête du pancréas, voie biliaire et vésicule, mais on ne touche pas l'estomac. Et lorsque l'opération de Whipple est non modifiée, on retire tout ce que je viens de dire, également une partie basse de l'estomac. Voilà. Alors après, lorsque la tumeur se localise au niveau du corps du pancréas, là on va enlever parfois donc que le corps, on peut aussi en général enlever la queue, donc c'est une pancréatectomie partielle, une pancréatectomie corporéale. Et lorsqu'on enlève la queue, en général on enlève également la rate, et dans ce cas-là, eh bien c'est une splénopancréatectomie caudale. Et si on peut enlever également le corps du pancréas et la queue également, donc forcément la rate, et bien dans ce cas-là on appelle ça une splénopancréatectomie caudale, corporéale caudale. Voilà, vous avez compris un peu le genre? Voilà, donc pour les différentes parties, en général, donc on n'enlève pas tout le pancréas, c'est vraiment très rarissime qu'on enlève tout. Évidemment, comme vous imaginez, si on enlève tout le pancréas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, il faudra prendre des enzymes par voie orale, il me semble, forcément au niveau des repas notamment, pour que ça les digère, les enzymes indispensables pour une bonne digestion, comme j'avais évoqué au niveau des fonctions du pancréas, sinon bien on aurait des syndromes de malabsorption. Il faut savoir que même si on prend ces traitements-là, ces enzymes par voie orale, à la suite d'une pancréatectomie totale, malheureusement, eh bien, il peut y avoir toujours les symptômes de maldigestion, malabsorption, tout cela. Et également, et bien de l'autre côté du pancréas endocrine, ça va concerner tout ce qui est diabète. Forcément, il n'y a plus d'insuline qui est produite et du coup, il faudra en subir au quotidien, faire les injections d'insuline. Forcément, c'est tout à fait normal, notamment à cela. Donc, on peut vivre sans pancréas, même si c'est très... Normalement, on ne peut pas, mais on peut maintenant vivre, mais tout en supplémentant à ses fonctions. Donc, qu'elles soient endocrines et exocrines. Vous avez compris un peu le genre? Donc, je vais commencer à allumer la lumière. Attendez un peu. Je vais essayer de regarder 2 minutes à ma caméra pour directement... Ah bah non, je ne peux pas. Donc je vais allumer la lumière, et donc pour que vous voyez mieux un petit peu, parce que là ça va être un peu trop sombre pour vous, j'en ai quand même conscience. Voilà, donc j'ai vraiment... C'est bon? Non? Ouais, c'est bon comme ça? Ouais. Alors voilà donc pour tout ce que j'ai à dire du cancer du pancréas. Donc malheureusement, soit on n'opère pas, dans la plupart des cas, on ne peut pas opérer puisque la tumeur a trop évolué, et quand lorsqu'on peut, eh bien il faudra vraiment subir la pancréatectomie partielle ou totale. Et lorsqu'elle est totale, donc il faudra faire des suppléments de sa fonction exocrine endocrine. Donc voilà. Maintenant, on va passer, donc j'en ai pas d'autre chose à dire au niveau du cancer du pancréas. Il faut savoir que ce cancer concerne un peu plus les hommes que les femmes, et il se situe aux alentours de la soixantaine à peu près. Voilà. Après, vous avez d'autres types de cancers, comme une cystadénocarcinome. Dans ce cas-là, c'est une tumeur kystique, c'est un kyste. Vous savez très bien que les kystes peuvent se dégénérer en cancer au niveau du pancréas, et donc c'est une tumeur qui est remplie de liquide, et donc dans ce cas-là, eh bien, il faudra la retirer également. Après, vous avez d'autres tumeurs qui sont rarissimes, comme les tumeurs neuro-endocrines. Tout ce qui concerne le pancréas endocrine, c'est vraiment très rarissime. Et il faut savoir qu'il y a à peu près les cancers du pancréas endocrine sont 20 fois. Il y a 20 fois moins de cancers du pancréas endocrine que du cancer pancréas exocrine. Vous imaginez, donc ça concerne surtout la digestion également. Voilà. Et rarement tout ce qui est côté endocrine, les tumeurs du pancréas malignes. Et vous pouvez encore avoir des tumeurs comme les ampulomes, il me semble, et ça concerne l'ampoule de Water et surtout au niveau des voies biliaires. Voilà. On va passer donc à des autres pathologies du pancréas, notamment donc les kystes, les pseudokystes, on appelle ça en général. Donc il peut y avoir des cavités liquidiennes, en fait ce sont des cavités liquidiennes, des poches de liquide qui se forment à la suite surtout d'une pancréatite. Donc quand l'inflammation de la glande a lieu, et bien parfois les kystes se forment en se remplissant de liquide forcément, et ça va notamment gêner forcément, et ça peut être synonyme d'opération à ce moment-là, de chirurgie. Dans ce cas-là, eh bien, on va éradiquer ce kyste en ouvrant donc l'abdomen. Alors, je sais qu'il peut y avoir les pseudokystes qui sont entre le pancréas et l'estomac. Du coup, eh bien, on va ouvrir l'estomac, on va passer à l'intérieur et donc enlever le kyste, le drainer en quelque sorte. Il faudra donc drainer les kystes. Donc, drainer, ça veut dire qu'en fait, il faudra enlever le liquide qui le constitue. Voilà. Il me semble que les kystes peuvent récidiver, que je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, les kystes du pancréas sont assez fréquents et la plupart du temps, on ne sait même pas qu'on en a. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, on les découvre de façon fortuite ou alors c'est surtout secondaire à une pancréatite. Ce qui est donc l'une des complications également d'une pancréatite, ce sont les kystes également. Donc voilà, c'est pour cela qu'on opère lorsqu'il y en a.
Il peut y en avoir plusieurs, il me semble. On peut donc aussi avoir une maladie qui concerne le pancréas, c'est la mucoviscidose. Je n'en parlerai pas assez longtemps parce que je n'ai pas assez étudié la maladie en question. Donc c'est une maladie génétique qui est quand même assez, voilà, assez rare ici et qui concerne donc en premier temps les poumons surtout. Ça remplit trop de mucus, donc au niveau des bronches, c'est souvent il y a rempli de mucus, tout cela, donc ça gêne à la respiration. Et également donc le pancréas, ça va gêner au niveau de ça. Voilà. Il y a aussi notre après pathologie qui concerne le pancréas, hein. Par exemple un syndrome qui est donc déficient, le diabète sucré. Le diabète sucré, eh bien, c'est lorsque l'insuline n'est pas ou insuffisamment sécrétée. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'il y a une diminution d'insuline, lorsqu'il y en a trop peu, eh bien, le diabète, il y a un diabète sucré. Il peut aussi avoir des... Donc là, ça concerne le pancréas endocrine, cette fois-ci. Une autre chose qui concerne le pancréas endocrine également, eh bien, c'est un syndrome qui est c'est surtout une pathologie qui concerne les excès, comme par exemple les insulinomes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tumeurs également, j'en ai pas parlé. Ils ne sont pas toujours forcément cancéreux, les insulinomes, il me semble, et ça fait produire trop d'insuline, donc des excès d'insuline. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir plusieurs symptômes, comme une hypoglycémie, par exemple, ça peut être aussi également une fatigue, des vertiges, tout cela, des malaises, on va pas être très bien de ce côté-là, donc ça concerne les pancréas endocrines. Mais c'est quand même assez rare ici. Les insulinomes se repèrent souvent au niveau de la tête, du corps et de la queue du pancréas. Voilà. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. J'arrive à la fin de cette vidéo. Et oui, parce que j'en ai quand même suffisamment parlé au niveau donc des maladies du pancréas. Néanmoins, j'espère que vous aurez bien apprécié cette petite vidéo. Enfin, cette petite vidéo, c'est quand même peu dire, hein, c'est vrai. N'hésitez surtout pas à commenter, à vous abonner, pourquoi pas, pour me suivre encore, car je continuerai à faire d'autres vidéos de science sur le corps humain. J'en ai déjà fait pas mal. J'en ai déjà fait sur l'estomac, le cœur, les seins grêles, tout cela. Pourquoi pas d'aller les voir si vous aimez bien tout ce qui est corps humain. Je les ai rangés dans une playlist de ma chaîne YouTube, donc allez les voir, pourquoi pas. En tout cas, je ne force personne là-dessus. Vraiment, si vous avez eu le courage et la patience surtout de m'avoir supporté, eh bien ça mérite un petit minuscule commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. En tout cas, c'est vraiment incroyable si vous avez quand même osé tout regarder. Je vous en suis vraiment de plein gré reconnaissant. Et surtout, manger des bananes. C'est un fruit qui a vraiment beaucoup de vertus vertigineuses. J'en ai déjà fait une vidéo et vous comprendrez pourquoi, pour ceux en tout cas qui me suivent. Voilà. Allez, salut à toutes et à toutes, portez-vous bien. Bye bye.